d'extrême droite qui prend le pouvoir dans beaucoup de pays, en Italie, en Pologne, ça a failli en Roumanie, mais surtout aux États-Unis. L'extrême droite est au pouvoir aux États-Unis. Je ne sais pas si on peut les empêcher, parce que dans une démocratie, les gens peuvent voter à droite, mais il ne faut pas oublier qu'ils, dans une grande démocratie, les gens ont voté pour Hitler. Alors, c'est une situation où, de plus en plus, il y a moins de démocratie, moins de mouvements démocratiques, il y a plus de technologie, il y a certaines choses qui restent, le fait que les femmes peuvent participer, qu'il y a un peu plus des visages différents, mais ça ne change pas la réalité. Mais quel est le problème? Qu'est-ce qui a mené à ce qui est clairement une détérioration? J'ai une solution, une proposition. En 1980, deux politiciens, mais c'était un mouvement qui datait déjà il y a 10 ans, pris le pouvoir, ils ont détruit l'État, la démocratie sociale. Ces deux étaient Ronald Reagan et Margaret Thatcher. La présence de Margaret Thatcher vous montre que ce n'est pas assez de nommer une femme. C'était la pire qu'on pouvait avoir. Le résultat de cela était les néolibéralismes, où il n'y a plus eu de fonds publics. Et si vous regardez les statistiques depuis, et je pense que celui qu'il faut lire, le grand classique du jour, c'est le grand économiste français Piketty. Ce qu'il y a, c'est une augmentation de l'écart entre les riches et les pauvres. Partout au monde, c'est ça le problème. Le problème n'est pas qu'il n'y a pas assez de voix. Bien sûr qu'il n'y a pas assez de voix, mais ça c'est une autre chose. C'est parce qu'il n'y a plus d'argent pour égaliser. C'est parce qu'il n'y a plus d'argent pour les universités. Est-ce qu'on ne voit pas que les universités au Québec sont sur le bord de faillite? Mais qu'est-ce que nos gouvernements font, nos gouvernements de droite? Ils essayent de détruire deux d'entre elles, McGill et Concordia, pour une raison qui est complètement illogique et irrationnelle. Nos gouvernements sont préoccupés par des questions identitaires. Par exemple, Mme Plante a nommé un commissaire de la francisation de Montréal. Mais pourquoi Montréal a toujours été une ville bilingue? Toujours. C'est pas qu'il faut garder un Montréal français, c'est pour préserver le Montréal que nous connaissons. Il faut garder un équilibre entre les deux langues. Et je vous assure, je ne suis pas anti-français, loin de là. Je suis dévoué aux Français. Je ne voudrais pas vivre dans une ville où le français n'a pas une place essentielle, prédominante même. Mais la francisation totale de Montréal détruirait le seul endroit au monde où ces deux grandes langues coexistent, les deux grandes littératures de l'Ouest, les deux systèmes juridiques, les deux, tout cela, c'est Montréal. Et on essaie de les détruire. Mais le problème, c'est l'écart entre les riches et les pauvres. C'est le néolibéralisme, c'est l'absence de fonds publics. Un des résultats de l'absence de fonds publics, c'était la création de lobbies. Chaque lobby crie « moi ». Quand il n'y a plus de fonds publics, chaque lobby dit « vous devez donner à tel et tel groupe ethnique, à tel et tel groupe racial, à telle et telle religion, à tel et tel but ». Et au Québec, on nous aveugle par une législation linguistique qui ne donne rien à qui que ce soit. En quoi est-ce qu'un francophone québécois est gagnant si un fonctionnaire refuse de parler anglais à quelqu'un qui veut des explications, comment se rendre quelque part, comment payer ses impôts, ou si quelqu'un a des problèmes de droit criminel, comment s'en sortir? Donc, la question principale pour la ville de Montréal aussi, va être l'intégration des gens et l'égalisation, les parcs, les conditions sociales pour améliorer la vie
de ceux qui n'ont pas tant d'argent. Quand je suis arrivé à Montréal, mes parents n'avaient rien. Ce faut peut-être. Il avait, je pense, à peu près 800 $, ce qui valait peut-être 15 000, 20 000 si on y ajoute l'inflation, mais il n'y avait rien. Nous n'avions pas les choses. Je me souviens de me promener chez Eaton, regardant les départements de jouets, des choses que je ne pouvais pas avoir, des voyages que je ne pouvais pas faire. Et la différence entre la Pologne et le Québec, c'était que sous le communisme, nous avions tout. Il y avait beaucoup d'argent. Il n'y avait rien à acheter. Mais ici, il y avait toutes les choses à acheter. Nous n'avions pas l'argent. Alors, c'était un moment humiliant, un moment que je n'ai pas oublié. J'ai appris, dans ce moment-là, que tout peut disparaître, que tu peux être au sommet. J'étais un bon étudiant, je vivais bien en Pologne, tout d'un coup, j'étais le dernier. Je pense que une des premières expressions que j'ai apprises en anglais des autres enfants était « he's done ». Et c'était une expérience de vie. Mais je pense que nous voyons maintenant notre système moral, notre système social s'effondrer. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous donner quelques exemples de notre système moral. Nous avons compris il y a 15 ans, 20 ans peut-être, 30 ans, avec les livres de Irving Abella, None is Too Many, que c'était terrible ce que nous avons fait dans les années 30, quand nous avons refusé l'asile aux ressortissants de l'Allemagne nazie, qui étaient juifs à cette époque-là. Et bien sûr, tout le monde maintenant dit c'était terrible, c'était presque antisémite. Mais nous faisons la même chose. Nous fermons nos portes à des réfugiés, nous voulons réduire l'immigration. C'est moralement inadmissible. Nous avons oublié les principes fondamentaux de moralité. Ça, c'est la première chose. L'aide à ceux qui ont besoin à travers le monde. Nous n'avons plus de sens de pardon, d'honneur. Les gens ne sont pas honorables. Ils pensent qu'ils vont avoir tout ce qu'ils peuvent avoir, même si c'est contraire à leur parole, à tout ça. Il n'y a pas de pardon. Les systèmes de casier judiciaire où on détruit des vies pour une petite chose, comme la grande différence, vous avez 17 ans, vous pouvez vous en sortir, vous pouvez faire n'importe quoi. Le jour de votre 18e anniversaire, on peut vous détruire pour un vol, pour une petite chose, pour un écart, pour un incident, pour vous saouler quelque part et vous causer des grabuges. Nous avons tout perdu parce que tout a été commercialisé sous les néolibéralismes et tout est devenu tout simplement une question de la lutte entre lobbies pour avoir la plus grande partie. Alors je vais me poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, bien sûr, Elena l'a dit, l'éducation sérieuse, pas une éducation de propagande, pas une éducation sérieuse des livres, des philosophies, pour que les gens pensent, réfléchissent sur l'histoire. Les gens ne connaissent plus l'histoire. La technologie. Nous avons eu une introduction à la technologie, c'est très important, parce que, évidemment, aujourd'hui, avec la population que nous avons, on ne peut pas retourner à des façons manuelles, même si moi je suis un vieux déchet d'une époque où il n'y avait pas de technologie. Je comprends que la technologie est essentielle, mais cette technologie ne doit pas nous dominer, c'est nous qui devons dominer la technologie. Donc le but de la vie, de la province, du gouvernement fédéral, c'est de réduire l'écart entre les riches et les pauvres. Bien sûr, de se débarrasser d'un droit qui est discriminatoire, par exemple le droit criminel, mais également qui détruit des vies pour rien. De poser des questions, parfois importantes.
Je vais en poser quelques-unes, vous allez vouloir me tuer pour les questions, mais je pense qu'il faut donc retourner à un autre principe, le principe que j'ai défendu dans toute ma carrière. J'ai défendu la question d'égalité économique. Je pense, contrairement à Elena, que les grandes réformes au Canada sont dues à un parti qui n'a jamais pris le pouvoir, le CCF et l'NPD, que l'assurance maladie et toutes les autres choses sont plutôt attribuables à ce petit parti qui n'a jamais pris le pouvoir et qui est par terre maintenant. On va voir ce qui va se passer. Mais la liberté d'expression, c'est la deuxième chose pour laquelle je me suis battu. La liberté d'expression des citoyens, des gens dans les villes, dans les communautés est essentielle. Mais la liberté d'expression, souvenons-nous, les gens l'oublient. Tout le monde trouve la liberté d'expression, mais pas pour les choses qu'ils n'aiment pas. Tous les groupes ethniques sont pour la liberté d'expression, mais pas qu'en tout le monde est pour la liberté d'expression, mais pas pour dire des choses que les gens ne veulent pas entendre aujourd'hui. Je suis un quasi-absolutiste. Je crois qu'il y a une limite à la liberté d'expression. Je ne suis pas suffisamment naïf pour penser qu'on a le droit de publier les secrets de la défense nationale sur la première page des journaux. Donc il y a des limites, mais je pense que chaque limite à la liberté d'expression doit être justifiée, non pas par des craintes, mais par des faits réels. Je pense que les gens doivent pouvoir, et je veux dire des choses que j'ai dit tout le temps. Je pense que le mouvement, moi aussi, est allé trop loin. Je pense qu'il est maintenant le temps de se poser la question, est-ce qu'on détruit les jeunes hommes pour des choses qui ne sont pas si sérieuses que ça, en droit criminel? On peut donner un casier criminel pour quelqu'un pour des petites choses? Non. Donc, c'est une chose à poser. Je pense qu'il est temps de poser des questions, se poser la question pourquoi nos journaux, sauf le devoir pour une raison évidente, ne disent pas toute la vérité sur Gaza. C'est évident, moralement, que c'est inadmissible ce qui arrive à Gaza. Et pourtant, on n'en parle pas, parce qu'il y a un lobby important. Mais comme il y a probablement un lobby important dans l'autre sens, qui pourrait faire autant de mal si jamais la situation se renversait. Parce que ça prend un équilibre. Il faut pouvoir parler. Il faut ne pas avoir de censure. Maintenant, une autre chose, on ne peut pas parler. Je veux faire une affirmation que j'ai faite dans une publication à l'Université. Il n'y a pas de danger de la disparition du français. Il n'est pas, ce danger n'existe pas. Mais on ne peut pas le dire. Aucun politicien ne le dira en public. La Chambre de communes a censuré une députée qui a osé proposer cette chose qui est pourtant évidente, parce que je lance un défi à tout le monde de me trouver un endroit où il y avait un système scolaire gratuit et obligatoire dans une langue où cette langue a disparu. Il n'y a pas de cas. Le Québec a une langue gratuite et obligatoire parce que l'école anglaise pour une minorité relativement restreinte, donc la langue ne peut pas disparaître. Les langues ont disparu quand on a fait un système gratuit et obligatoire dans l'autre langue, au Pays de Galles, en Louisiane, dans l'ouest du Canada. Il n'y a pas de danger. Ok, on doit continuer, je m'excuse. Merci beaucoup. On va continuer avec Olivia. I'm not even going to take 5 minutes, I promise you. I'm much quicker than everybody here. I'm not a politician, I'm a lawyer. And we do like to talk a lot. That is certainly what we do. But I was asked to speak about the youth and the youth engagement. And I have to say, this is the year I turned 40, so I was really flattered to be asked to speak about the youth. At 40 years old, I am not quite a representation of the youth. And I'm going to be very short because I think we've had quite a long day, and I'm just going to talk about, I was also asked to give
what I thought were advice that I could give to people to be more engaged civically and how to use legal representation so effectively. And what I tell everybody, and I've told this to Joel, is that I'm a litigation lawyer, and I think litigation should be the last resort. I like my job, I like to make money, but it is the last resort. What can people do to protect themselves today, every day? And I just want to give some basic things. I think the first one, and I mean about the youth, they use a lot of social media. I think that that's sort of what we understand today. I think we have to listen to young people on social media. I think TikTok,